Police, j'écoute. Pourquoi pleurez-vous? Parce que j'ai peur. J'ai dû lui dire que j'avais une arme à feu. J'appelle pour vous prévenir que s'il arrive quelque chose, c'est parce que j'ai dû me défendre. Maribel Ramos est une ancienne militaire de 36 ans. Aujourd'hui, elle fait du shopping avec sa nièce, Gisèle. Tada! Comme c'est beau! Ma tante Maribel était comme une grande sœur pour moi. Elle m'a appris à jouer au softball. On lisait ensemble, on faisait des soirées pyjama, je lui mettais des masques de beauté. Elle était vraiment drôle. On dirait un mannequin. Je me lâchais vraiment quand j'étais avec elle. On va la prendre. Dès qu'on avait besoin d'elle, on l'appelait. Elle n'était qu'à 10 minutes de la maison. Maribel et moi étions très proches. J'étais sa petite sœur. Maman était au travail, donc Maribel devait m'emmener partout avec elle. C'était quelqu'un de déterminé qui savait ce qu'elle voulait faire de sa vie. Quand elle était petite, elle voulait devenir policière. Finalement, elle a choisi l'armée. Elle y a passé 8 ans et elle a participé à 2 campagnes, l'Irak et l'Afghanistan. Et puis elle est rentrée. Elle a repris ses études et elle était sur le point d'obtenir son diplôme. Après ça, elle voulait se concentrer sur sa vie privée. Elle espérait fonder une famille. Dans quelques semaines, Maribel recevra son diplôme en justice pénale de l'Université d'État de Californie. Je dirais que pour Maribel, obtenir son diplôme marquait non seulement la fin du chapitre de ses études et du travail, mais aussi le moment où elle pourrait commencer à profiter de la vie. Tout allait bien. Elle avait un avenir prometteur. Police d'Orange, Rose à l'appareil. J'ai une colocataire, elle a 36 ans, elle n'est pas rentrée hier soir. D'accord. Donc vous voulez signaler sa disparition, c'est pour ça que vous appelez? Oui. Je lui ai laissé un message, mais elle ne m'a pas rappelé. Normalement, elle aurait dû revenir après ses cours aujourd'hui. Vous savez si elle était en cours? Non, sa voiture est ici. Je pense qu'elle est sortie hier soir, elle n'est pas rentrée. Ça faisait environ 2 ans que Casey et Maribel étaient colocataires. Ils donnaient aussi des cours de maths à Gisèle. Casey m'a envoyé un message. Ta sœur n'est pas rentrée. Je lui ai répondu que Maribel était quelqu'un de très occupé et que c'était une adulte. Ça ne m'a pas inquiétée qu'elle ne soit pas rentrée. Mais Maribel ne s'est pas présentée à son match de baseball et mon cousin m'a demandé « Tu peux venir chez Maribel, s'il te plaît ?» On y est, sa voiture est garée devant. Il y a de la lumière dans sa chambre, mais personne n'est là. C'est à ce moment-là que j'ai eu un horrible pressentiment. Le cousin de Lucie appelle la police pour signaler que Maribel n'est toujours pas rentrée. Des agents se sont précipités chez Maribel. Ils ont toqué à la porte. Ils ont parlé à quelques voisins. Ils n'ont rien vu de suspect. Pas de fenêtre brisée, pas de porte enfoncée. Le colocataire était introuvable. Ils ont décidé de forcer l'entrée de l'appartement. Police! Y a quelqu'un? C'est un petit appartement de 2 chambres. Il n'y a rien qui sorte vraiment de l'ordinaire. La sœur de Maribel, Lucie, arrive à l'appartement.
Je me suis tout de suite rendue dans sa chambre. Le lit de Maribel était défait. Les draps étaient en pagaille et l'oreiller n'avait pas de housse. C'était inquiétant pour moi que son lit soit défait. Ce n'était pas son genre. Je ne voyais rien qui indiquait que Maribel soit partie en voyage. J'ai senti que quelque chose n'allait pas. Lucy signale aux agents que le porte-monnaie, le téléphone et tous ces objets que Maribel gardait généralement sur elle n'étaient pas dans l'appartement. Ça a éveillé nos soupçons. Le chef de patrouille a appelé la brigade criminelle. C'était en dehors des heures de bureau. J'étais chez moi quand on m'a dit de venir. Quelqu'un avait disparu dans d'étranges circonstances. Maribel avait 36 ans. Elle avait suivi un entraînement militaire. Elle était très ponctuelle et elle avait tout simplement disparu sans laisser de traces. Tout ça laissait entendre qu'elle était en danger. Lucy nous a confirmé que la voiture de Maribel était bien garée là. Mais son téléphone et son porte-monnaie n'étaient pas à l'intérieur. C'était vraiment étrange. Complètement anormal. Qu'est-ce qui se passe? Et soudain, le colocataire Casey Joy a débarqué. Quand avez-vous vu Maribel pour la dernière fois? Jeudi, vers 21h. Il a raconté qu'il était parti en voiture vers 21h. Plus tard, vers 22h, il était revenu à l'appartement et Maribel n'était plus là. Si vous savez quelque chose, contactez-nous. Merci. Il est important de trouver la dernière personne à avoir vu la victime ou la personne portée disparue pour établir la chronologie. C'est le dernier jour où Maribel a été aperçue en vie, alors c'est de là qu'on part. Comme Maribel vivait dans un grand immeuble, il y avait un système de vidéosurveillance. C'est une des premières choses qu'on a regardées quand on est arrivé sur place. On a essayé de trouver des caméras qui pourraient nous montrer si Maribel était partie ou revenue. Le concierge de l'immeuble remet aux inspecteurs une copie des séquences vidéo. Il y avait une caméra qui donnait sur le portail de l'immeuble. On espérait voir la voiture de Maribel ou celle de Casey quitter les lieux ou revenir. Mais comme il y avait un parking juste à côté, les voitures ne venaient pas jusque-là. Donc les images qu'on visionnait ne nous apportaient rien. En revanche, on a trouvé une caméra juste au-dessus du bureau du concierge. Elle filmait l'entrée de l'immeuble. Essaye jeudi, vers 20h. On espérait la voir sur ces images, ou au moins trouver un indice. Parce qu'à ce stade, on n'avait rien d'autre. Zoom. Rembobine. Ça doit être elle. Les résidents ont l'habitude de glisser l'argent du loyer dans une boîte située devant la loge du concierge. Sur les images, Maribel semble porter une espèce de pyjama décontracté. Elle dépose une enveloppe dans la boîte, puis fait demi-tour. Elle n'a pas peur. Elle n'a pas l'air de regarder par-dessus son épaule. Elle ne se dépêche pas. On dirait qu'elle a simplement mis des sandales pour sortir déposer son chèque avant d'aller se coucher. On la voit en vie la veille de sa disparition, le 2 mai, vers 20h30. Après une nuit sans sommeil, Lucy se tourne vers les réseaux sociaux pour l'aider à retrouver sa sœur.
J'ai publié une photo de ma sœur et j'ai demandé à des amis de me contacter s'ils lui avaient parlé, s'ils l'avaient vue. Il fallait diffuser l'information. J'étais bouleversée. Ça me rendait complètement folle de ne pas savoir où se trouvait ma sœur. J'ai beaucoup pleuré. Mais ça ne servait à rien. Alors, il fallait que j'aille de l'avant, que j'agisse. Quand on travaille sur une disparition, l'une des premières choses à faire est de se pencher sur ce qu'on appelle la victimologie. On doit apprendre à connaître la victime, connaître sa vie, ses amis, ses fréquentations, ses relations sentimentales. Le tracé téléphonique nous a montré que le portable de Maribel était soit éteint, soit hors service. La plupart des gens emmènent leur téléphone partout. Si elle avait été kidnappée ou enlevée par quelqu'un, elle n'aurait pas forcément eu le temps de le prendre. Mais on savait que son téléphone n'était pas à l'appartement. C'était donc très suspect qu'il ne soit pas connecté au réseau. Sean, viens voir ça. Paul Lopez était un petit ami. Il sortait avec Maribel Ramos. Il est primordial de discuter avec la dernière personne qui a parlé à Maribel, et c'est Paul qui lui a parlé au téléphone en dernier. Paul est convoqué au commissariat pour un interrogatoire. Merci d'être venu, c'est sympa. Pas de souci. Quel est votre nom de famille, Paul? Lopez. Vous sortez avec elle depuis quand? Ça fait peut-être quelques mois. C'est quelque chose de récent. Comment l'avez-vous rencontrée? La relation n'est pas exclusive. On sort juste ensemble, quoi. D'accord. Vous fréquentez d'autres personnes? Moi? Ouais. Ok. Et elle, vous savez? J'ai pas demandé. Ok, je vois. Je m'en mêle pas. Oui, d'accord. Il était très désinvolte, du genre, on est encore au tout début de notre relation. On voit qui on veut. Quand l'avez-vous vu pour la dernière fois, alors? De vos propres yeux? Lundi, au match. Et c'était où? À Schaefer Park. Et lundi, donc c'était le 29. Ouais. Le 29 avril. Et puis elle est partie à Chicago. Elle y a passé environ 2 jours. Elle assistait à une sorte de conférence. Elle est rentrée jeudi et c'est là que tout ça a commencé. Vous lui avez parlé pendant qu'elle était à Chicago? On s'est envoyé des messages. Elle m'a fait suivre quelques photos. Je peux les voir? Les photos? Ouais. Là, elle est avec ses amis. Paul s'est montré très coopératif. Il n'avait pas l'air inquiet du tout. Mais en tant qu'enquêteur, on ne se fie pas aux apparences. Paul confirme qu'il a parlé à Maribel au téléphone le jeudi de sa disparition. Est-ce qu'elle vous a proposé de venir chez elle? Pas cette nuit-là. Je travaillais jusqu'à minuit. Vous travaillez où? Chez un fournisseur de gaz. Je travaillais de 16h à minuit. Mais vous ne l'avez pas vue du tout jeudi? Non. J'étais au travail. Est-ce que vous avez des blessures récentes? Ce n'est pas parce qu'il était coopératif qu'il n'aurait pas pu faire de mal à Maribel. C'est très important pour nous de vous parler. C'est comme ça qu'on pourra prouver votre innocence. Et bien sûr, quand on regarde les relevés téléphoniques, vous êtes la dernière personne à avoir parlé à Maribel. Et puis, elle a disparu. C'est une sacrée coïncidence. Vous comprenez? Donc je veux m'assurer que votre alibi tient et que vous étiez bien au travail. Son camion était équipé d'un GPS. On pouvait déterminer précisément où il s'était rendu, quasiment à la minute près. La conversation bifurque vers le colocataire de Maribel, Casey Joy. L'homme qui vit avec elle, elle vous a parlé de lui? Elle parle toujours de lui. Pour s'en plaindre? Ouais.
Elle se plaint toujours de lui. Notamment qu'il ne paye jamais le loyer à temps. Qu'est-ce qu'elle m'a dit de lui? Elle m'a raconté que tout dans la vie de ce type partait en cacahuète. Lors de cette dernière conversation téléphonique, Maribel était en pleine dispute avec Casey. Casey était là. Je l'entendais en bruit de fond et Maribel me racontait qu'elle voulait qu'il parte, qu'elle lui avait demandé de quitter les lieux le lendemain. J'ai fait le dur. J'ai dit à Maribel, bon, dis-lui que s'il n'a pas déménagé demain, s'il n'a pas enlevé ses affaires de chez toi, moi, je les prendrai et je jetterai tout dehors. D'accord. Et la conversation s'est arrêtée là. Il a demandé à Maribel si elle voulait qu'il vienne. Elle a répondu non, qu'elle irait simplement se coucher. À notre connaissance, c'est la dernière fois que Maribel et Paul se sont parlé. On s'est alors tourné vers Casey Joy, à cause du conflit qu'il y avait entre lui et Maribel Ramos concernant le paiement du loyer. Casey Joy était venu de Corée quand il était adolescent. Il était allé à l'école dans le Tennessee et il travaillait dans la chimie. Rien n'indiquait qu'il ait eu un passé criminel. En consultant les réseaux sociaux, les agents découvrent que Casey et Maribel sont assez proches. Casey Joy avait emmené Maribel en croisière en Alaska. Il y avait des photos du voyage sur son téléphone et son ordinateur. Un jour, Casey m'a appelé. Il a commencé à m'avouer « Je suis amoureux de ta sœur. Et puis, je veux être l'homme avec qui elle fonde une famille. » Je me suis dit « Mon Dieu. » D'accord, Casey est un type bien, mais je savais qu'il ne correspondait pas au goût de ma sœur. Et à partir d'un certain moment, il a commencé à se comporter différemment. Il avait perdu son travail. Il ne payait plus son loyer. C'est là que les problèmes ont commencé. Hey Joey, viens voir ça. Nos agents avaient mené des recherches sur l'appartement de Maribel. Écoute ça. Une semaine plus tôt, les services d'urgence avaient été appelés depuis l'appartement. Police, j'écoute. Pourquoi pleurez-vous? Parce que j'ai peur. Comment vous appelez-vous? Je m'appelle Maribel. Et votre nom de famille? Ramos. R-A-M-O-S. Comment puis-je vous aider? C'est enregistré? Oui, tous les appels sont enregistrés. D'accord. Eh bien, je voulais vous prévenir que j'ai un colocataire qui est censé partir à la fin du mois. Et je suis inquiète parce que j'ai eu une conversation aujourd'hui et il m'a un peu fait flipper. D'accord. Il a déjà essayé de vous faire du mal? Non. Il a juste dit « on verra, on verra ». Je voulais juste vous prévenir que s'il arrive quelque chose, je suis une ancienne militaire. J'étais dans l'armée et j'ai servi en Irak. Et je crains le pire. Elle était formée au combat. Donc le fait qu'elle ait peur de cet homme, c'était vraiment inquiétant. J'ai peur. De qui? De votre colocataire? Il est coréen. Il est plus âgé, mais on a eu une conversation aujourd'hui et j'ai dû lui dire que j'ai une arme à feu dans l'appartement. Alors que ce n'est pas le cas. Je vous appelle juste pour vous prévenir que s'il se passe quelque chose, je peux me battre pour me défendre. Je souffre de stress post-traumatique. Donc je verrouille toujours ma porte. Mais là, je ne me sens pas en sécurité. Il est important de savoir que Maribel Ramos, qui avait été dans l'armée, avait sans doute des problèmes de santé mentale. Les anciens combattants, qui ont subi d'importants traumatismes à l'étranger, ont parfois du mal à gérer leur vie quotidienne quand ils reviennent. Ça donne l'impression que les choses auraient pu très mal tourner. Les enquêteurs convoquent tout de suite Casey pour l'interroger. C'est Casey, c'est comme ça qu'on vous appelle? Casey, oui. Tout le monde m'appelle Casey. Mon prénom, c'est Kwang. Mais si vous dites Kwang, personne ne me reconnaîtra. Personne ne saura que c'est vous, d'accord. Bon, nous vous remercions d'être venu, vraiment. Pas de problème. C'est quelqu'un de très gentil, il adore parler. Mais après avoir entendu l'appel téléphonique de Maribel, c'est bizarre de se dire que c'est la même personne qui lui faisait si peur.
Comme vous le savez, en ce moment, certaines personnes, des amis et de la famille, s'inquiètent pour Marie-Belle, votre colocataire. Je suis aussi son ami et je tiens beaucoup à elle. Ça fait environ 1 an et demi que je vis avec elle. On s'amuse bien. On a fait un voyage en croisière, on va en boîte ensemble, on va danser. On est de grands fêtards. Il tient à elle. Donc quand les choses ont commencé à mal se passer, ça l'a contrarié. La police est récemment venue chez vous parce que vous vous disputiez, non? C'est la dispute qu'on a eue vendredi soir. Alors on est allé au karaoké et on s'est beaucoup amusé. Mais quand elle boit, elle devient soit très gentille, soit très agressive. Et elle a commencé à me crier dessus. Je t'aime pas, tu m'attires pas. Elle commence à hurler. Je lui dis, Marie-Belle, on vient de passer une super soirée, c'est quoi le problème? Et elle me menace. J'ai une arme, mes balles sont plus rapides que toi. Je dis, waouh, Marie-Belle. Et puis elle appelle la police. Un agent de police arrive, je sors le voir et je demande, est-ce qu'elle vous a dit qu'elle avait une arme? Il répond oui. Il me dit, quand vous allez au lit ce soir, verrouillez la porte et gardez votre téléphone près de vous. Au moindre souci, vous nous appelez. À quand remonte votre dernière dispute? C'était jeudi. Ce jeudi? Hier? Oui, à propos du loyer. Il avait perdu son travail et il ne pouvait plus payer le loyer. D'après lui, c'est ce qui causait les disputes. La dispute a mal tourné? Rien de grave. On a parlé. Enfin, elle a parlé à Paul et l'a mis sur haut-parleur. Elle a dit, Paul, c'est mon homme, mon petit ami. On sort ensemble depuis janvier et il veut que tu déménages. Il nous révèle qu'on devrait peut-être accorder un peu plus d'attention à Paul, étant donné que Paul l'avait menacé. Donc la dernière fois que vous l'avez vu, il était entre 21h et 22h. Environ 21h, oui. C'est là que vous avez pris votre voiture? Oui, quand je suis revenu, elle n'était plus là. Donc soit Paul est venu la chercher, soit quelqu'un d'autre, mais quelqu'un est venu la chercher parce que sa voiture était encore là. Casey Joy a indiqué qu'il était parti faire un tour en voiture pour se calmer. Son témoignage est difficile à vérifier parce qu'il ne s'est arrêté nulle part, même pas dans une station essence, donc personne ne peut confirmer ses dires. Il porte un t-shirt noir à manches courtes, très serré, et je vois qu'il a des égratignures qui sont clairement récentes. D'où viennent ces égratignures? On va tout le temps au parc Eisenhower. Il y a des buissons là-bas. Ces buissons ont des épines et on a mis les mains dedans pour attraper une ligne de pêche. D'après lui, il a voulu dégager des canards qui s'étaient empêtrés dans des lignes de pêche. Et ce faisant, les épines des buissons l'ont griffé. Et c'est de là que viennent les marques. On cherchait des signes de lutte. Je ne connaissais pas la végétation du parc, donc j'ai voulu qu'il me la montre. Casey donne rendez-vous aux enquêteurs dans le parc. L'un des agents porte un micro caché. Ah, ils sont tous là. Il y a au moins 2 ou 3 canards qui ont les pattes emmêlées dans la ligne de pêche. Il y en a un juste là. Quand on arrive au parc, l'une des premières choses qu'il fait est de pointer vers un canard. Et en effet, une ligne de pêche est accrochée à ses pattes. Et je me dis, mon Dieu, c'était vrai. Alors comment ça s'est passé? Eh bien, j'étais en tongs. Et vous êtes tombé sur les genoux, puis dans le buisson, c'est ça? Oui, quelque chose dans le genre. Donc vous avez glissé et vous êtes tombé jusqu'ici? C'est ça. D'accord. Et vous vous êtes relevé tout de suite? Ouais. Ah, bon sang! Vous venez de le voir, j'ai marché au même endroit. C'est pointu, c'est exactement le même mouvement. Vous êtes sacrément rapide. Vous vous êtes relevé très rapidement. Sean, prends une autre photo. Vous voulez bien vous tenir près de là où vous étiez pour qu'on vous voit bien? En effet, on dirait que vous vous êtes fait mal au genou. Ça va? Une autre photo? Non, je veux pas d'autres photos. Vous en avez déjà pris assez. Prenez juste les canards en photo. Je vois pas pourquoi je dois être dedans. Vous savez, c'est dans votre intérêt. Cela nous permet d'être précis. Vous savez où j'étais? J'étais soit là, soit ici. Il y avait de la terre quelque part par là. Je me suis dit, bon sang, ces épines peuvent vraiment laisser ses marques. C'est tout à fait possible de perdre l'équilibre, de tomber dedans et ça laisserait de sérieuses égratignures.
Les inspecteurs se tournent alors vers le petit ami de Maribel, Paul Lopez. Quand on enquête sur un meurtre, il est important de garder l'esprit ouvert. Il faut suivre toutes les pistes. Paul était la dernière personne à parler à Maribel au téléphone avant qu'elle ne disparaisse. Inspecteur Ramirez à l'appareil, j'ai besoin de renseignements sur l'un de vos employés. On a cherché à vérifier la libido de Paul et on a pu confirmer qu'il travaillait bien chez le fournisseur de gaz et qu'il était au travail à ce moment-là. On a pu identifier le camion qu'il avait utilisé ce jour-là. Ces camions sont équipés de GPS, donc on a pu retracer l'itinéraire qu'il a pris presque à la minute près. À aucun moment, il n'était dans les environs. À ce stade, il n'était donc plus suspect. Les jours passaient et ça devenait frustrant parce qu'on ne trouvait rien de concret. Il n'y avait pas de preuves tangibles. Plus le temps passait, plus nos doutes se confirmaient. Nous n'enquêtions plus sur une disparition, mais bien sur un homicide. Les inspecteurs demandent donc à la police scientifique de fouiller l'appartement de Maribel. Casey a accepté que les agents interviennent. Ils ont utilisé tous leurs appareils pour identifier ce qui est invisible à l'œil nu. Prélèvement d'ADN, empreintes digitales, photos, bref, la totale. Casey se montrait très coopératif, mais on ne trouvait rien. À cette époque, Casey avait une voiture de location. On l'a fouillé et on a amené un chien détecteur de cadavres. Malheureusement, on n'y a trouvé aucune information. Encore une fausse piste. Dans l'armoire, les agents ont trouvé un haut de pyjama taché de sang. Et ils ont remarqué que ce haut pouvait correspondre au pantalon de pyjama que Maribel portait sur la vidéo. Le sang pouvait être le sien mêlé à celui de quelqu'un d'autre. Les taches de sang du pyjama sont immédiatement analysées. Le sang était celui de Maribel, uniquement le sien. Le fait qu'il n'y ait le sang de personne d'autre est aussi un facteur important. Elle aurait pu se couper, personne ne savait d'où pouvait venir ce sang. Mais tout le monde nourrissait l'espoir que ce sang déboucherait sur une découverte. Malheureusement, les résultats ont montré qu'il ne s'agissait que du sang de Maribel Ramos. Un autre moment décevant dans l'affaire, évidemment. Tout le monde dit la même chose. Maribel... Les informations locales relayent l'affaire. Le colocataire d'une étudiante de l'Université de Californie s'exprime à propos de Maribel Ramos qui demeure introuvable depuis jeudi dernier. Je n'ai pas d'autre famille, elle est ma meilleure amie et je veux qu'elle revienne, c'est tout. Casey leur racontait toujours qu'il l'aimait, qu'il essayait lui-même de la trouver. Il parlait à tout journaliste qui voulait bien l'écouter. Je suis coopératif, ils voulaient un échantillon ADN, ils ont pris une photo de mon corps, ils ont fouillé mon appartement sans mandat de perquisition, je leur ai donné l'autorisation de le faire, je leur ai dit d'y aller. Il avait une relation difficile avec Maribel à l'époque. Mais rien ne prouvait qu'il lui avait fait du mal. Donc à ce stade, on était au point mort. Bien qu'il n'y ait pas de preuves contre Casey, on ne pouvait pas s'empêcher de continuer à le suspecter. C'est pour ça qu'on l'a placé sous surveillance permanente. On espérait qu'il ferait un faux pas, qu'il nous mènerait à un endroit intéressant. Comme il nous avait donné son téléphone et son ordinateur, il devait aller à la bibliothèque pour avoir accès à Internet. Pour épier Casey, les inspecteurs consultent les images des caméras de la bibliothèque. On le voit marcher calmement. Il porte un sac à dos. Il n'a pas l'air de se méfier de quoi que ce soit. Il va au comptoir pour louer un ordinateur. Il faut accorder de l'attention à ce qu'il fait, à ce qu'il regarde. Est-ce qu'il cache des preuves? Est-ce qu'il change de compte bancaire?
Il se dirige vers l'arrière de la bibliothèque. Il s'installe à un bureau de manière à voir si quelqu'un est derrière lui, à regarder ce qu'il fait. Il y a des caméras à l'arrière? La bibliothèque n'avait pas de caméra qui nous permettait de zoomer et de voir ce qu'il faisait ou quel ordinateur il utilisait. Deux heures plus tard, Casey part. Les inspecteurs essayent de consulter son historique de recherche. Lorsqu'une personne a fini d'utiliser un ordinateur portable, elle le rend à la bibliothécaire et un logiciel efface tout ce qui était sur l'ordinateur, toutes les recherches et tout ce que la personne a fait. D'accord, merci. On n'avait rien, rien de rien. La famille de Maribel organise un rassemblement pour que les recherches continuent. On a besoin de tout le monde, s'il vous plaît. Aidez-nous à trouver Maribel. Il y avait beaucoup de gens qui ne la connaissaient pas personnellement, qui étaient juste là pour nous soutenir, ma famille et moi, et nous aider à la retrouver coûte que coûte. Elle a combattu pour nous, notre famille, notre pays. Tout le monde était ensemble, unis, même avec des étrangers. Mon cousin m'a demandé quel était le chemin de randonnée préféré de Maribel. J'ai répondu Peters Canyon. On a commencé à organiser une marche de sensibilisation. Au commissariat, un appel de l'agence de location de voitures offre une nouvelle piste. L'agence de location nous a appris que Casey avait échangé la voiture qu'il louait pour une autre. Retourner une voiture de location pour en prendre une autre tout de suite, c'est plutôt suspect. On s'est demandé s'il n'essayait pas de cacher quelque chose. On s'est rendu à l'agence de location et on a pu retrouver la voiture qu'il avait retournée. Là aussi, on avait amené un chien de détecteur de cadavres pour fouiller la voiture. Et il a pointé vers l'arrière de la voiture. Ce n'était pas une preuve irréfutable, évidemment, mais c'était un moment décisif pour nous. Ça nous prouvait qu'on était sur la bonne voie. Donc il était crucial de continuer à surveiller Casey jour et nuit, étant donné que c'était notre principal suspect. Mais Casey a fini par m'appeler et me dire « Vous pouvez dire à vos hommes de me lâcher ?» Je les ai tout de suite appelés pour leur dire qu'il fallait qu'on soit plus discret, qu'on avait été grillés. Comme Casey continue à fréquenter la bibliothèque, les inspecteurs concoctent un plan. L'un de nos hommes a proposé d'espionner l'ordinateur de Casey à distance. Il suffisait qu'il reçoive l'ordinateur qu'on avait préparé. On a mis le personnel de la bibliothèque dans la confidence. Si Casey venait, on devait lui donner cet ordinateur-là. Comme prévu, il est venu louer l'ordinateur. On pouvait voir tout ce qu'il faisait, tout ce qu'il tapait, et on a tout enregistré et regardé en direct. Il posait des candidatures, il surfait sur les réseaux sociaux. Je pense qu'il a fait une publication. Il y avait une page Maribel Ramos à l'époque. Rien d'extraordinaire. Puis, Casey tape dans le navigateur « Combien de temps pour qu'un cadavre se décompose ?» C'est capital. Mais peut-être qu'il cherchait juste à savoir l'état dans lequel elle serait si elle avait été abandonnée quelque part et qu'on la retrouvait. Il finit par voir en ligne que la famille organise une marche de sensibilisation à Peters Canyon. Et il prend une pause. Il réfléchit. J'imagine qu'il se demandait, est-ce que je le fais ou je le fais pas? Eh bien, il l'a fait. Il prend le point de départ de la marche et le rentre dans l'ordinateur. Puis, il zoome sur l'endroit. Il regarde à peu près où commence la marche. Puis il dézoome, il fait défiler sur 13 km vers Modjeska Canyon, puis il zoome à nouveau sur un grand arbre. Il zoome autant que le logiciel le permet.
puis accède à l'historique de recherche et le supprime. Nos agents se sont dit, il a vraiment fait ça. Mon Dieu. C'est vraiment au milieu de nulle part. Pas de maison ni de sentier à l'horizon. C'était un drôle d'endroit, donc on ne savait pas à quoi s'attendre. Pour y accéder, il y a une grille avec du fil barbelé sur un grand replat près de l'arbre qui se dresse pile là où Casey a zoomé. Pour passer de l'autre côté de la grille, on a dû passer au-dessus du fil barbelé. Pendant qu'on marchait dans les broussailles, il y avait une odeur caractéristique de mort. Je ne vois pas comment décrire ça autrement. On a regardé autour et on a aperçu une espèce de tombe peu profonde et quelque chose qui ressemblait à un corps sous des pierres. On ne pouvait pas encore savoir s'il s'agissait du corps de Maribel. On distinguait vaguement un avant-bras tatoué. Instinctivement, je me suis dit que c'était bien elle. On a convoqué Casey Joy pour un nouvel interrogatoire. On voulait le pousser à donner sa version des faits. On voulait savoir ce qui s'était passé. Merci d'être venu volontairement. J'apprécie. J'espère que vous me ramènerez à la bibliothèque après. Casey était très sûr de lui. Il se croyait plus malin que nous. Il y a tout le monde qui se focalise sur moi. On ne voit que moi aux infos. Est-ce qu'ils savent quelque chose que je ne sais pas? Ils me tournent toujours autour. Ils étaient encore chez moi ce matin. Aujourd'hui, ça fait exactement 2 semaines. 14 jours. Je sais pas, ils ont peut-être eu des informations de la police que moi j'ai pas. Mais j'imagine que vous avez des questions pour moi. C'est pour ça qu'on m'a fait venir. Où doit-on chercher? Je sais pas. Quand quelqu'un s'obstine à nous mentir et maintient qu'il n'y est pour rien, c'est frustrant. Autre chose? J'aimerais partir si possible. J'aimerais qu'on parle de Maribel. D'accord. Dites-moi en plus sur elle, s'il vous plaît. Je vous ai dit tout ce que je savais. Et vous, dites-moi ce que vous savez, ce que votre enquête a donné. j'ai pas besoin de faire ça, Casey. J'ai été transparent avec vous et vous le savez, d'accord? Ça fait 2 semaines qu'on se voit. Qu'est-ce que vous sous-entendez? Je ne sous-entends rien. Je vous explique les faits. Ce qui se dégage de notre enquête. Vous êtes la personne qui tenait à Maribel plus que quiconque. La personne qui la défendrait en toutes circonstances. Je n'ai absolument aucun doute là-dessus. Je sais que si vous allez en boîte avec elle, ou autre part, et que quelqu'un l'embête, vous serez là. Mais je sais aussi que les choses ont mal tourné entre vous. Et que vous en savez plus. Je le sais. Casey, faites-moi confiance. Je croirai ce que vous me raconterez. Je n'ai rien à vous raconter. Parce que tout indique qu'il y a eu un crime. Tout. Et quand vous me dites des choses, alors qu'en fait je sais déjà qu'elles sont fausses, vous courez le risque que je cesse de croire que vous êtes cette personne qui tient à Maribel plus que quiconque. C'est la première fois, vous voyez, que je parle à un suspect et qu'il faut 2 semaines pour qu'il cède enfin et qu'il me dise la vérité. Ceux qui parlent sont toujours contents de l'avoir fait, ils sont soulagés. Ça les soulage, croyez-moi. Vous insinuez que Maribel ne rentrera pas? Vous connaissez la réponse, non? Non, c'est pour ça que je vous demande. Clairement, vous en savez plus que moi. J'espère qu'elle rentrera. Est-ce que vous êtes en train de dire que ce ne sera pas le cas? Je ne voulais pas lui dire qu'on avait trouvé le corps. J'avais envie de lui donner une dernière chance, d'être honnête avec nous. Je pense qu'au fond, vous connaissez la vérité. Non. Je pense que si, et vous devriez nous le dire. Je m'en vais. Sauf si vous comptez me répondre. Restez encore un peu. D'accord. Écoutez, il essaie d'aider. Oui. Et il vous dit que
Ok, je veux partir. Si vous voulez partir, vous pouvez. Il s'est levé et on l'a laissé partir. Dehors, il y avait des agents qui l'attendaient et qui l'ont placé en garde à vue. L'identification dentaire confirme que le corps retrouvé près du canyon est celui de Maribel Ramos. Casey Joy est accusée de son meurtre. On ne trouvait pas la cause du décès et vu la décomposition, la météo et la faune du canyon, le plus probable, c'est qu'elle a été étouffée, qu'il lui a mis un coussin sur la tête. Il y avait un sentiment d'amertume parce qu'on espérait encore, d'une certaine manière, qu'elle réapparaîtrait. J'ai vu aux informations qu'ils avaient trouvé un cadavre. Je n'ai pas pleuré. Je suis restée impassible. Et je savais que c'était elle. Je pense que j'étais sonnée. Je n'arrivais juste pas à comprendre ce qui lui était arrivé. Que quelqu'un ait pu lui faire ça, alors que son avenir était si prometteur. Ça m'a brisé le cœur. J'étais très proche d'elle, donc c'était très dur de faire face à ça, en particulier à cet âge. Plus d'un an plus tard, en juillet 2014, le procès de Casey Joy démarre. L'accusation expose sa version des faits. Maribel voulait simplement passer du temps avec Casey. Elle le voyait juste comme un ami. Mais lui, il a cru qu'elle voulait davantage et il s'est mis à imaginer qu'une relation était possible. Maribel l'a peut-être rejeté. Il avait récemment perdu son travail. Il refusait de quitter l'appartement. Au téléphone, Paul Lopez a dit à Casey Joy, « Écoute, tu dégages ou je te dégage. » Je crois que dès qu'il a raccroché avec Paul, il a recommencé à se disputer avec Maribel. Dans la vidéo, on pourrait penser qu'elle est un peu troublée, mais elle avait déjà dit à Paul qu'elle irait au lit et que tout irait bien. Elle a dû aller se coucher. Il est entré. Il lui a probablement mis un coussin sur la tête. Et il l'a étouffée. Je pense que si elle avait été consciente, elle aurait été en mesure de se défendre et alors on aurait pu trouver des signes de lutte dans la chambre. Casey a dû porter le corps jusqu'à la voiture, puis l'amener dans ce lieu isolé. Il a dû passer par-dessus la grille et le fil barbelé, et je pense que c'est là qu'il s'est fait ses égratignures sur les bras. Ça pourrait correspondre. Le jour où il s'est rendu à la bibliothèque, Casey a découvert qu'il y avait une marche de sensibilisation à Peters Canyon. Il a ouvert une carte et il a vérifié que la marche ne passerait pas près du corps. Mais il nous a indiqué où il l'avait déposé. Il nous a montré la scène du crime. Espionner un ordinateur à distance, c'est toujours utile pour les forces de l'ordre. C'est parce qu'il pensait que personne ne voyait ce qu'il faisait qu'on a pu le coincer. Le jury a déclaré Kwang Chol Joy coupable de meurtre. La famille Ramos essaye de retenir ses larmes au tribunal. Le juge a condamné Joy à la prison à perpétuité avec une peine incompressible de 15 ans. Quand ils l'ont déclaré coupable, j'étais très contente, évidemment, parce que j'étais certaine que c'était lui. Personne d'autre n'aurait pu faire ça. Il a maintenu jusqu'au bout qu'il n'était pas coupable. Il se disait innocent et soutient encore aujourd'hui qu'il n'a pas commis ce crime. Peut-être qu'un jour la vérité triomphera. Ou bien alors,
je mourrais juste en prison. Qu'il nous ait menés jusqu'au cadavre de Maribel, mais qu'il ne se tienne toujours pas responsable de sa disparition, ça montre, selon moi, que c'est un sociopathe. Ça n'avait pas de sens parce qu'il tenait tellement à ma tante. C'était son meilleur ami. Et puis, ça avait toujours été quelqu'un d'honnête. Alors je me demandais pourquoi il ne disait pas la vérité. Maribel a eu le temps de finir sa licence en justice pénale, mais pas de recevoir son diplôme. C'est moi qui ai accepté son diplôme. J'étais honorée, mais en même temps, j'étais triste que Maribel n'ait pas pu y assister. J'ai perdu ma grande sœur, ma meilleure amie. Elle me servait de modèle. C'était une figure maternelle pour moi. J'aimerais que les gens sachent que c'était quelqu'un de merveilleux.